Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis avec Jean-Claude Biver. Bonjour Jean-Claude. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Content que vous Merci. soyez là. Merci d'être venu jusque chez moi. Oui, plaisir partagé. Merci d'avoir accepté mon invitation, en tout cas. Et aujourd'hui, justement, on va parler de vous et de votre carrière. Donc, c'est vrai que j'ai un peu 1000 questions à vous poser. Oui. Mais la première que je vais vous poser, c'est comment est venue cette passion pour l'horlogerie? Alors, elle est venue parce que je l'ai voulu. En fait, je n'avais pas de passion pour l'horlogerie. Et je n'avais pas de passion pour rien. Peut-être une passion pour les filles, une passion pour le vin, une passion pour la fête, une passion pour la nature, une passion pour les animaux, une passion pour les arbres, pour les fleurs. Et c'est à peu près tout. Et quand j'ai fini mes études, et pourquoi est-ce que j'ai fait des études? J'ai fait des études parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Et j'ai toujours dit, l'université peut être une salle d'attente extraordinaire. Parce que c'est une salle d'attente jusqu'à ce qu'une passion ou une idée vous vienne, mais vous attendez pas bêtement, comme dans une salle d'attente de la gare. Vous attendez et tous les matins, il y a quelqu'un qui vient et qui vous donne une cuillère de savoir. C'est les professeurs. Et donc, je me suis payé cette salle d'attente et je me la suis payée en travaillant la nuit à la poste et en déchargeant les trains postaux. D'accord. Et en les chargeant de 8h du soir à 5h du matin. 5 jours par semaine. Donc du lundi au vendredi soir, au samedi matin, parce que je rentrais à 5h du matin et c'était déjà samedi. Et donc, en payant mes études, j'attendais. Et puis, un ami m'a dit, mais écoute, pour trouver une passion, souviens-toi, c'était quoi ton jouet que tu préférais quand tu étais petit? J'ai dit, mais le jouet que je préférais, c'était pas un nounours, c'était une machine à vapeur. Il me dit, une machine à vapeur, ça a des roues, ça a des engrenages, ça a des axes, ça a des pignons. Ce jouet, qui était la machine à vapeur, maintenant que tu es adulte, ce jouet est devenu une montre. Oui. Parce qu'un jouet peut évoluer avec l'âge. Les enfants n'ont pas le même jouet à 2 ans qu'à 8. Puis ils n'ont pas le même à 8 qu'à 15. Puis ils n'ont pas le même à 15 qu'à 25. Donc, un jouet évolue avec l'âge et le développement de la personne. Et ça m'a beaucoup plu, cette idée. Et cette idée m'a énormément plu parce que j'avais une sensibilité pour la montre. Pourquoi est-ce que j'avais une sensibilité pour la montre? Parce que je suis né catholique et je suis né dans une famille bourgeoise. Et dans les familles bourgeoises catholiques françaises, à la première communion, le parrain, qui était souvent le grand-père, on choisissait le grand-père comme parrain, offrait une montre à son filleul, et avec la gravure à l'arrière. Et puis, quand on allait communier, on était habillé avec un costume, machin, comme un adulte en miniature. Et on allait à l'église et on avait la montre au poignet. Et ensuite, il y avait le déjeuner, puis un dîner. Et après, il fallait rendre la montre aux parents. Les parents la remettaient dans son écrin et ils le mettaient dans le coffre. Et à l'âge de 18 ans, on vous redonne la montre que votre parrain vous a offert pour les 8 ans de votre première communion. Et à 18 ans, j'ai repris la montre. C'était une Omega Constellation de l'époque, de 1954 et 55. Et ma mère m'a dit, tu fais bien attention, oui, oui, oui. Et un jour, je suis allé skier. J'ai mis la montre. Parce que je pensais que c'était, comme je tombe pas souvent, etc., j'ai dit, Et puis arrivé en bas, merde, plus de montre. Plus de montre. Et je l'ai perdu. Et ça m'a fait un choc, non pas d'avoir perdu une montre, je ne connaissais pas vraiment la valeur, mais c'est la valeur émotionnelle. D'avoir perdu la montre que mon grand-père m'avait offert. Si je perds la montre que moi j'ai achetée, c'est pas grave. Mais si vous perdez la montre que quelqu'un vous a offert à une occasion spéciale, eh bien, cette montre était entourée d'émotions et donc ça m'a énormément chagriné. D'ailleurs, dès que j'ai pu, j'en ai racheté une. Bien sûr, à ce moment-là, elle était vintage
Oui. Et j'ai dû racheter une constellation en 1955 en or rose, comme celle du grand-père, mais c'était plus la même. Ah oui. Mais au moins, je l'ai. Donc, dans ma collection, les gens disent, ah bon, pourquoi vous avez cette montre-là? Je dis, bah, ça c'est la montre que j'ai perdue et que j'ai rachetée. Mais c'est pas la même, mais enfin, elle me rappelle ma Pratiquement la première même. connerie que j'ai faite avec une montre. Donc, le fait que mon ami me disait, bah voilà, ton jouet, ça peut être une montre, bah, l'idée m'a beaucoup plu. Et j'ai dit, bah, c'est super, maintenant j'ai une passion. Ma passion sera l'horlogerie. Et c'est ce que je comme dis ça, aux jeunes étudiants, tout, quand vous n'avez pas de passion, c'est normal. Dieu ne donne pas la passion à tous. Parce qu'il l'a donné à Mozart pour que Mozart nous enchante avec sa musique. Il l'a donné à Picasso pour que Picasso nous enchante par sa peinture. Mais il ne peut pas donner à tout le monde la même mission. bien sûr. Donc, nous ne sommes pas des élus. Nous sommes les ouvriers de Dieu. Et les élus, ben, on n'en fait pas partie. Donc, à nous de se nous chercher, puisque Dieu ne nous a pas donné la passion, ben, on va la chercher nous-mêmes. Donc, quand vous n'avez pas de passion, cherchez-en une. Je fais comment, monsieur? Mais il faut être en éveil, il faut être curieux, il faut regarder des fleurs, par exemple. Il y a des fleurs, là, sur cette table, c'est des roses, elles ont 3 couleurs. Il y a des blanches, il y a des roses, et puis il y en a qui ont les 2 couleurs, rose et blanc. Pourquoi? Comment c'est possible? La même sorte de rose, elle sort une fois blanc, une fois rose, une fois jaune. Pourquoi? Et je dis aux étudiants, est-ce que vous vous êtes posé la question une fois? Ah non, monsieur. Je dis, mais si vous ne vous posez pas la question, vous ne pourrez jamais développer une passion pour les roses. Vous ne pourrez jamais développer une passion pour la biologie. Donc, le fait d'être curieux, de se poser des questions, permet la découverte. Le fait d'être curieux permet d'apprendre. Et la découverte et apprendre peut vous amener vers une future passion. Mais si vous ne posez jamais de questions, si vous n'êtes jamais curieux, eh ben, vous allez naître sans passion et vous allez mourir sans passion. Donc, éveillez-vous, soyez curieux, posez des questions, informez-vous, lisez, et un jour ou l'autre, vous allez rencontrer la passion. Et ça va venir. Et donc voilà, et c'est ce qui m'est arrivé. D'accord. Ben, comment était Jean-Claude Biver à l'âge de 20 ans? J'étais hippie. Je rêvais de rien foutre. C'est pas vrai, puisque je travaillais toutes les nuits à la poste. Et puis, j'étudiais la journée. Donc, il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui rentrent à 5 h du matin du boulot. Et le travail à la poste, je ne vais pas dire que c'était athlétique, mais quand même, on avait tout le temps des sacs à charrier, des paquets de 20 kilos, des sacs de 30 kilos qu'il fallait mettre dans les trains et puis sortir les autres, etc. Donc, j'avais un travail quand même relativement physique. Donc, et puis après, ben, j'avais des cours à 9 h ou à 10 h, donc je dormais 2-3 heures par nuit. Donc, je ne peux pas dire que je foutais rien. Mais quand même, j'étais un peu rêveur, typiquement hippie, et on faisait des théories, on lisait Confucius, etc. Et puis, cette vie, je savais qu'un jour, elle s'arrêterait, parce qu'un jour, je quitterais la salle d'attente, qui étaient les HEC de mon université, et que ce jour-là, il faudra essayer, comme dit Confucius, de faire de son travail journalier, de son gagne-pain, sa passion. Et voilà l'idée de la montre. Eh bien, puisque je termine les études et que je veux que la montre soit ma passion et que ce soit à la fois mon gagne-pain, que ce soit mon salaire, je vais donc travailler dans une fabrique de montres, dans une manufacture de montres. Et j'ai eu la chance, le privilège d'être introduit auprès du président du conseil d'administration de la marque Audemars Piguet, qui m'a donné la plus grande chance de ma vie professionnelle, puisqu'il m'a engagé et il m'a donné mon premier job. Et en plus, il ne me l'a pas donné gratuitement, il m'a enlevé la moitié de mon salaire pendant 9 mois. C'était les 9 mois
où je n'aurai pas de bureau, je n'aurai pas de ligne de téléphone, je n'aurai pas de secrétaire, je n'aurai pas de carte de visite, je n'aurai pas de contact avec les clients, je n'aurai pas de voyage, je n'aurai pas de contact avec la collection, je n'aurai pas de contact avec les collègues du marketing et de la vente. J'aurai tous les jours assis à côté d'un horloger pour regarder ce qu'il fait. Et pour apprendre. Et comprendre ce qu'il fait. Et lui parler. Et il faut que, et plus vous connaîtrez les horlogers, plus vous connaîtrez la région où ils habitent, plus vous connaîtrez d'où ils viennent, plus vous ferez connaissance avec leurs traditions, avec la culture. Et après 9 mois, vous saurez ce que c'est l'horlogerie. Et vous saurez ce que c'est Audemars Piguet. Et après 9 mois, vous aurez une carte de visite, vous pourrez travailler, voyager, etc. Donc voilà comment j'étais à 20 ans. Mais tu commences chez Audemars Piguet en tant que stagiaire, si je ne me trompe pas. Oui, en tant que salarié, oui, mais un salarié qui reçoit avant d'exercer une formation. Oui, mais comment ça se passe à cette époque dans l'horlogerie? Ça se passe que l'horlogerie est un métier de famille. Il n'y a pas de groupe, encore. Pas encore. Pas encore, ça va venir. Non, chaque marque a plus ou moins un propriétaire. Et donc, c'est une sorte de communauté collégiale, c'est une communauté familiale où tout le monde se connaît, où les choses sont simples, on mange des saucisses. Voilà, c'est bon enfant. La compétition existe, bien sûr, mais elle n'est pas méchante, elle n'est pas acharnée. Voilà. Et puis, c'est le développement extraordinaire des marques, on sent, des marques de luxe, qui amènent à cette horlogerie une âme que l'industrie horlogère n'a pas. En effet, les années 70 sont les années, et notamment le début des années 80, où les Suisses doivent réagir au quartz. Avec la crise du quartz. Et la réaction au quartz, c'est de construire un outil industriel. Mais pour qu'un outil industriel puisse être rentable, il lui faut des quantités. Il faut nourrir les appareils, il faut nourrir les machines. Donc il faut des quantités. Et pour avoir des quantités, il faut arriver à faire des montres à des prix raisonnables. C'est la Swatch, c'est l'apparition de la Swatch. Et c'est l'apparition du quartz suisse en réponse à la menace japonaise. Donc, c'est le départ de l'industrialisation. Et parallèlement au départ de l'industrialisation, il y a les marques horlogères de haut de gamme qui se démarquent par l'anti-quartz, c'est-à-dire qui restent dans leur domaine, qui restent dans la montre mécanique qui fait tic-tac, etc. Et moi, j'ai la chance de toucher aux deux. D'abord Audemars Piguet de 1974 à 1979. En 79, je quitte pour aller chez Omega. Et chez Omega, je tombe en plein dans cette révolution quartz. Une révolution que je comprends, mais un produit pour lequel j'ai aucune affection. C'est-à-dire, je ne ressens rien pour le quartz. Je sens pas, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de... il y a une batterie, elle est très précise, ok, et alors? Et c'est tout. Donc, je quitte Omega 2 ans plus tard, en 81, et je décide avec Jacques Piguet de monter ou de relancer la marque Blancpain. Blancpain. On peut acheter pour 22 000 € à l'époque. Mais on n'achetait que la marque, c'est-à-dire il n'y avait pas de bâtiment, il n'y avait pas... que le nom. Il n'y a que le nom, exactement, voilà. Il n'y a que le nom. Et voilà, donc j'ai cette chance d'avoir été à la charnière et d'avoir vu les deux mondes, le monde de l'art horloger et de l'âme horlogère chez Audemars Piguet et le monde de l'industrie horlogère chez Omega. Et ça me permet de me fixer dans ma passion et de ressentir et de me dire, voilà, je suis fait pour l'art horloger. Je ne suis pas fait pour l'industrie horlogère. Et d'où mon revirement, quand j'ai quitté Omega relativement vite,
pour m'occuper, avec Jacques Piguet, de lancer Blancpain et de lancer Blancpain dans la montre mécanique. Et en Suisse, on se prête à dire que je suis celui qui a donné l'exemple et qui a relancé, non pas l'industrie horlogère suisse, ça c'est M. Hayek, mais moi j'ai relancé l'art horloger helvétique. Parce que même dans les fins des années 70, même des gens comme Audemars Piguet ou Patek ont commencé. Audemars a fait des Royal Oak à quartz, Rolex a fait a fait du quartz, a fait des Oyster à quartz, Patek a fait du quartz. Donc, à un moment donné, ils se sont tous un peu fourvoyés parce que le monde disait le quartz va sauver notre industrie. Ce qui était vrai pour l'industrie, mais pas pour l'art. Donc, voilà. Et mais tu rachètes les droits avec Jacques Piguet de la marque Blancpain. Mais comment vous avez fait pour relancer une marque en partant de rien? Ah oui. D'abord, on a eu la chance que Jacques Piguet était le fils de Frédéric Piguet, et Frédéric Piguet était le successeur de Louis-Élisée Piguet, et que c'était à l'époque le meilleur fabricant de mouvements au monde, mais de mouvements haut de gamme, des répétitions minutes, des quantièmes perpétuels, des grandes sonneries. Donc c'était vraiment le sommet. Et puis, étant associé à Jacques Piguet, la caverne d'Ali Baba s'est ouverte et on avait du jour au lendemain accès à tous ces mouvements. Alors c'est clair que là, c'est un avantage phénoménal parce que tout d'un coup, vous arrivez avec des produits miraculeux et les gens disent « mais c'est pas possible ». Et puis derrière, il y a la crédibilité de Piguet qui donne à Blancpain ses lettres de noblesse parce que tout le monde dit « ah ouais, c'est Piguet derrière, waouh, oh, c'est un mouvement Piguet ». Donc, on sort à un moment donné avec un produit qui est exceptionnel, mais ça arrive plusieurs fois dans une vie, mais il n'est pas seulement exceptionnel, il est unique. Parce que personne ne fabrique des tourbillons pour le poignet. Oui. Personne ne fabrique des quantièmes perpétuels. Le premier quantième perpétuel d'Audemars, oui, il sort en 1978. En 1978, la référence 55-48, sauf erreur. C'est un quantième perpétuel magnifique. Il sort chez Audemars Piguet en 78. Donc c'est juste 2-3 ans avant que nous arrivons avec Piguet. Donc on arrive avec un produit exceptionnel. On arrive avec une montre ronde, extrêmement classique et qui se démarque. Elle se démarque de toutes les autres montres. Elle se démarque de la Nautilus, elle se démarque de la Royal Oak parce qu'elle est ronde avec un cuir cousu main en cuir naturel. Et donc, tout le monde est étonné, tout le monde voit. Donc, produit unique. Nous avons une gamme où on fait les 6 pièces maîtresses. On fait l'ultra plat quantième phase de lune, l'ultra plat quantième perpétuel, l'ultra plat tourbillon, l'ultra plat chrono rattrapante et l'ultra plat répétition minute. Ah oui. Ouais. Et on vend un set où il y a les 6 pièces maîtresses dedans. Et chaque fois la même montre ronde. C'est juste le cadran qui change. Pourquoi le cadran change? Parce que c'est les indications du mouvement qui donnent naissance à l'esthétique du cadran. Les cadrans sont toujours blancs. Ils sont toujours un blanc un peu spécial, un blanc cassé. Ils ont toujours des petits chiffres romains en relief. Oui. Mais là, il y a une lune, là, il y a des compteurs, etc. en fonction du mouvement. Donc, on est tellement à contre-courant, on est tellement contrarian en anglais, tellement contre le courant, qu'il y a immédiatement un élément phare de reconnaissance. Et on a un slogan qui est fantastique. Depuis 1735, il n'existe pas de Blancpain à quartz, point. Et il n'y en aura jamais. Les gens qui lisent les journaux et tout, ils disent mais c'est quoi ça? Tous les journaux disent que le futur c'est la montre à quartz
Et ces gamins qui existent depuis 1735, ils disent qu'ils n'en feront jamais. Pourquoi? Ah, mais on n'en fera jamais parce que ce n'est pas de l'art, madame. Nous sommes dans l'art horloger, nous ne sommes pas des industriels de l'horlogerie. Nous sommes des artisans. Nous fabriquons avec nos doigts. Nous donnons naissance à une âme. Nous ne donnons pas naissance à une machine qui est mue avec une batterie et un microprocesseur. Nous donnons naissance à une âme. Et nos montres ne sont pas précises. Comme vous n'êtes pas précis. Vous ne mangez pas tous les jours à pile midi. Bah non. Des fois, vous mangez quand vous avez faim, entre deux, déjà, etc., etc. Donc, on fait une montre humaine. On fait une montre qui a une âme, qui a une vie, qui a besoin de soins. Et quand vous avez acheté une Blancpain, s'il vous plaît, ne l'utilisez pas pour lire l'heure. Utilisez-la pour la regarder comme une pièce maîtresse, comme un tableau. Donc regardez la montre, ne regardez pas quelle heure il est. Mais si ça vous arrange, regardez les deux. Bah oui. Donc voilà, donc avec des arguments pareils, dans une époque où on est tellement à l'envers du marché, bah, vous captez une attention fantastique, avec très peu de moyens, tout le monde parle tout d'un coup, ça fait le bouche à oreille, et ce bouche à oreille nous amène vers le succès de Blancpain. D'accord. Et donc après, mais vous décidez de revendre la marque au groupe SMH? Alors, oui, 10 ans plus tard, en 92, j'ai eu des problèmes parce que j'ai divorcé. C'est une période difficile. J'étais pas mûr pour ce genre d'épreuves. Je n'ai pas connu suffisamment d'échecs et d'épreuves dans ma vie. J'étais tendre. Et donc, le gamin, il s'est effondré, le gamin que j'étais. Et en m'effondrant, j'ai dit, bah, la seule solution, c'est de vendre. Et j'ai vendu. Et ça a été mon plus grand, c'est toujours aujourd'hui le plus grand regret de ma vie. Et après avoir vendu, 3 semaines plus tard, j'ai téléphoné au grand patron de l'horlogerie, M. Hayek, et j'ai dit, j'aimerais travailler. Il me dit, pardon, vous venez de vendre. Vous avez vendu pour 60 millions à votre entreprise et vous voulez travailler? Je dis, ouais, j'aimerais redevenir le chef de Blancpain. Oui, mais attendez, vous étiez jusqu'à maintenant le chef de Blancpain, vous étiez indépendant. Si vous revenez chez Blancpain, vous serez le chef. Oui, pas de problème, vous pouvez diriger ça avec la main gauche, pour vous ça sera facile, mais vous serez un employé. Et vous aurez des comptes à rendre. Et je serai votre patron, moi. Je serai votre chef. J'ai dit, écoutez, pourvu que je puisse travailler dans ma marque, c'est tout ce que j'ai besoin. Et il m'a invité à venir passer 2 jours avec lui au Cap d'Antibes, où il avait une propriété. Et je suis allé ces 2 jours au Cap d'Antibes. Et là, on a discuté. Il m'a dit, mais vous savez pas quoi, vous allez m'aider à remettre Omega, à redonner à Omega ses lettres de noblesse. Vous pourrez m'assister et m'aider dans le marketing et dans le produit, dans le développement produit. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça a été une chance extraordinaire. D'abord parce que j'ai pu travailler avec un génie. J'ai pu beaucoup apprendre. C'est devenu mon deuxième mentor, en quelque sorte. Et puis j'ai pu aussi toucher à Omega et à aider à remettre Omega là où elle est aujourd'hui, avec le calibre 321, etc., etc. Avec la Speedmaster, la Lune. J'ai refait les contacts avec la NASA. On a repris les Jeux Olympiques qu'Omega avait laissé aller. C'était Seiko, je crois, et puis après il y a eu IBM. Enfin voilà, on a repris les Jeux Olympiques. On a pris James Bond, on a pris Cindy Crawford. Donc j'ai ouvert complètement mon spectre professionnel. Et ça a été d'un apport colossal. Et si je n'avais pas eu ce transfert de 12 ans chez Swatch Group avec la responsabilité d'Omega et membre du comité de direction et proche de Hayek, aujourd'hui je serais encore un petit gamin. Mais je serais peut-être heureux aussi, oui. Attention. Mais voilà. Et grâce à ces 12 ans, j'ai quitté en 2004, vendu Blancpain en 92, quitté en 2004 pour reprendre une participation chez Hublot et créer chez Hublot mon plus grand succès professionnel de ma vie. Donc, sans mon expérience accumulée chez Omega et dans le Swatch Group et cette proximité
privilégié avec M. Hayek, eh bien jamais j'aurais pu réussir ce que j'ai réussi avec Hublot. En plus, dans mon passage chez Omega, j'ai connu des équipes qui sont devenues ma garde rapprochée et qui m'avaient suivi, certains depuis Blancpain chez Omega, d'autres se sont joints à l'époque d'Omega, et quand on est arrivé chez Hublot, j'avais toute ma garde rapprochée avec moi, et des gens extraordinairement brillants, et tous ensemble, on a réussi à faire de Hublot un succès encore plus grand que celui que j'avais eu avec Blancpain. Mais quand tu es encore au Swatch Group, mais comment ça se passe justement ta collaboration avec Nicolas Hayek? Elle se passe d'une manière très simple. Elle se passe au téléphone, souvent entre 6h le matin et 7h30. Souvent, bien sûr, le samedi et le dimanche. Et puis, elle se passe au téléphone de mon bureau au sien. Et elle se passe dans son bureau parce que c'est un homme, quand on l'appelle, il est toujours disponible. Il est toujours à l'écoute. Donc, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de secrétaire entre deux, il n'y a pas d'assistante à prendre des rendez-vous. On frappe à la porte, entrez, puis voilà. Donc il n'y a pas plus simple que de travailler avec M. Hayek. Je n'ai pas connu 2 fois cette simplicité et cette disponibilité et cette écoute. Donc voilà, ça se passe comme si je travaillais avec un copain, presque. Oui. C'était pas un copain, j'ai toujours dit monsieur, etc. Mais quelque part, la simplicité totale. D'accord. Et ça, c'est la signature des génies. Vous savez, plus vous connaissez, plus vous avez de la sûreté en vous, plus vous avez de l'expérience, plus vous êtes pragmatique, plus simple vous devenez. C'est vrai. C'est les petits qui valent rien qui se prennent pour d'autres. Souvent. Non, c'est méchant ce que je dis. Mais c'est vrai, la simplicité des gens de Hayek. D'ailleurs, à part M. Hayek, j'ai retrouvé exactement ce type de comportement chez des athlètes. Les athlètes de très haut niveau, ils sont extrêmement simples, ils sont humbles. L'humilité, l'arrogance, c'est les losers qui l'ont. L'arrogance, c'est ceux qui se croient arrivés. Et d'ailleurs, tout un chacun qui se croit arrivé, c'est qu'il est déjà dans la descente. Puisqu'il croit qu'il est arrivé, ça veut dire qu'il descend. C'est pour ça que les Tibétains disent, quand tu es arrivé au sommet de la montagne, continue de grimper. Eh oui. Donc, dès que tu penses que tu as atteint le sommet, c'est que tu es dans la descente. Et donc, les grands de ce monde, que ce soit dans l'art, la culture, le showbiz, sont toujours extraordinairement faciles d'abord. On peut les aborder facilement. Il y a cette simplicité du comportement. Après Swatch, en 2004, tu vas prendre des participations dans Hublot et donc tu vas faire quadrupler le chiffre d'affaires en seulement quelques années. Mais comment tu as réussi à faire passer la marque de 0 à 1, donc de 0 à quelque chose, et de 1 à 2, de quelque chose à quelque chose d'assez grand? D'abord, c'est une équipe qui a réussi. Ça serait trop beau si j'avais réussi tout seul. Donc c'est une équipe. Et puis c'est aussi le principe d'une équipe. Dans une équipe, il faut que chaque collaborateur à son niveau soit supérieur à moi. Donc je ne peux engager que des gens qui sont meilleurs que moi. S'il y en a un qui est moins bon que moi, eh bien, il va me tirer en bas. Vers le bas. Il tire vers le bas. Donc c'est comme si on veut avoir le meilleur orchestre au monde, il faut avoir les meilleurs solistes, chacun à sa place, mais si c'est le chef d'orchestre qui est le meilleur soliste, ça ne va pas aller. Bah oui. Donc un CEO, un patron, n'est rien d'autre qu'un chef d'orchestre et il doit sélectionner chaque musicien, et chaque musicien qu'il prend est le meilleur dans son domaine. Le meilleur à la guitare, le meilleur au violon, etc. Et c'est ce que j'ai fait.
Et cette équipe était avec moi, certains depuis Blancpain, d'autres, les plus récents, depuis Omega. Et quand j'ai quitté en 2019, eh bien, il y a des gens qui étaient avec moi depuis 79. Ah oui. Donc ils ont fait l'épopée Biver, si j'ose dire, passé d'une marque à l'autre, m'ont suivi moi, depuis 79 jusqu'en 2019. Après, il y a des plus jeunes, Ricardo Guadalupe, l'actuel CEO de Hublot, il m'a rejoint en 89. Ah oui. Donc ça fait quand même déjà une paye. Il y a des jeunes gens comme Jean-Fred Dufour, qui est aujourd'hui le CEO de Rolex, qui a fait 12 ans avec moi. Donc j'ai eu toujours une équipe extraordinaire de gens très doués, de gens passionnés, à tel point que on ne faisait pas de procès-verbaux. Ah oui, ouais, c'est... Parce qu'on se regardait dans les yeux, puis on se comprenait, puis c'était fini. Quand un procès-verbal, on peut mentir. On peut écrire ce qui n'est pas vrai. Avec la langue, je peux mentir. Avec l'écriture, je peux mentir. Avec les yeux, on ne peut pas mentir. Donc, on quittait les séances et on disait, ben voilà, voilà ce qu'on va faire, et puis c'était fini. Avec Jacques Piguet, à l'époque de Blancpain, on courait le marathon et on s'entraînait 1h30, parfois 2 heures tous les jours. Et on disait, mais pendant qu'on court 1h30, 2 heures, bah faisons le conseil d'administration. Ah oui. Et Jacques et moi, on courait à travers le bois et on faisait notre conseil d'administration. Donc voilà. Alors comment est-ce qu'on a fait? J'avais à l'époque, en 2004, de 1974, quand j'ai commencé chez Audemars Piguet, en 2004, ça fait 30 ans que j'ai 30 ans de métier. Si j'ai 30 ans de métier et j'ai une des meilleures équipes avec moi, je ne peux pas rater. Le problème est qu'il y a des gens qui n'ont pas 30 ans de métier. Ou bien ils ont 30 ans d'expérience dans le marketing, mais pas forcément dans l'horlogerie. Moi, j'ai 30 ans d'expérience horlogère. Et j'ai des équipes, des femmes, des hommes qui m'entourent, qui ont aussi, pour certains 30 ans, pour d'autres 20. Donc, il y a une équipe soudée qui se connaît. Il y a la passion en commun, car tout le monde est passionné. Parce que si vous êtes passionné, si moi je suis passionné, et vous travaillez tous les jours avec moi, la passion, elle vous atteint vous aussi. Forcément. Pas tout de suite, mais peut-être au bout de 3 ans, ou peut-être au bout de 3 mois, ça dépend. Mais à un moment donné, la passion, elle s'installe aussi chez vous. Et quand elle est installée dans la garde rapprochée, elle rayonne de nouveau. Donc à un moment donné, vous avez, depuis la réceptionniste, en passant par le concierge et le garagiste, tout le monde est passionné. Tout le monde partage. Et quand vous êtes dans le partage, tout le monde devient riche. Parce que dans un partage, celui qui donne s'enrichit et celui qui reçoit s'enrichit. Oui, donc c'est win-win. Voilà. Donc voilà comment on a fait. Mais si vous voulez, je ne peux pas dire autrement. Bien sûr qu'il y a des éléments très importants tels que la cohérence. Ouais, la cohérence, c'est un élément où les gens souvent pêchent. D'ailleurs, on l'a vu avec le Covid. Oui. L'incohérence. Alors, je ne critique pas les décisions, mais l'incohérence, c'est terrifiant. Et si vous avez un concept pour la marque, un message, comme je dis souvent, et que le message s'appelle l'art de la fusion, vous ne pouvez pas faire une montre qui n'est qu'en acier. Parce qu'elle est où la fusion? Oui. Donc, il faut, à un moment donné, il faut une autre matière pour dire, voilà, on mélange des matières. Donc, on a construit, par exemple, la Big Bang pour qu'elle reçoive, la construction des sandwichs, pour qu'elle puisse avoir, en tous les cas, minimum 2 différentes matières. Alors, quand elle est toute en acier, eh bien non, elle a les flancs en Kevlar. Boum, voilà. Donc, les gens disent, oh, mais elle est toute acier. Non, monsieur, elle n'est pas toute acier. Tu as déjà regardé le flanc? La carrure, tu as regardé? Ah ouais, elle est noire. Mais tu sais ce que c'est, ce noir? Non, c'est du Kevlar. Ah, voilà.
Donc il y a la fusion Kevlar-acier. Donc l'incohérence serait de ne pas de faire une montre simplement en or ou simplement en acier. Parce que c'est facile, il y a de la demande. Non, parce que tu tombes dans l'incohérence. L'incohérence, c'est quelque chose qui est terrible. Vous voyez, si j'entre à la manufacture Hublot, la réception, elle doit avoir des meubles modernes, contemporains, des tableaux contemporains et des meubles du XVIIe siècle. On ne peut pas mélanger ça. Bien sûr qu'on peut mélanger. Parce que chez Hublot, c'est précisément, on marie hier et demain. Donc il faut que le premier regard, quand quelqu'un entre dans la maison Hublot, tout de suite il reconnaît où il est. Forcément. Quand on va chez Blancpain, il faut arriver dans une ferme. Parce que l'art horloger est né dans les fermes du Jura, importé par les Huguenots, qui étaient chassés de France. Et donc, Blancpain a toujours été dans une ferme. Et quand on entre chez Blancpain, on entre dans une ferme. Avec du bois, du machin, ça sent encore le bétail à peu de choses près. Mais c'est ça. Parce qu'on ne va pas dans le marbre. Parce qu'on n'est pas dans le luxe, on est dans l'authenticité. Et tout le monde peut faire une belle entrée en marbre. Mais une entrée avec le bois de la ferme de 1735, ça, tout le monde ne peut pas faire. Donc, il y a des éléments où il ne faut jamais se tromper, tels que, par exemple, la cohérence. La cohérence, la concentration. Il faut se concentrer. La constance et la continuité. Et ça, c'était ma règle des 4 C. Et malheureusement, il n'y a pas tout le monde qui arrive à le faire. Donc, c'est ça la réussite. C'est que tout doit jouer à tous les niveaux. Depuis la réceptionniste, comme je l'ai dit avant, jusqu'au grand patron. Oui, tout le monde apporte. Voilà, et tout le monde apporte sa pierre, et tout le monde va dans la même direction, et tout le monde comprend la règle du jeu, et tout le monde a son rôle bien défini. C'est comme une équipe de football, ça ne sert à rien d'avoir 11 bons joueurs. Il faut avoir un bon joueur au poste. Au bon poste. Et s'il y a 11 postes, il faut 11 bons joueurs pour chaque poste. Mais s'il y a 4 centres avant, ça ne va pas jouer. S'il y a 3 gardiens, ça ne va pas jouer non plus. Et est-ce que pour bâtir une marque comme Hublot, pour la faire devenir ce qu'elle est devenue, est-ce qu'il faut faire beaucoup de sacrifices? Mais est-ce que tu as fait beaucoup de sacrifices? Non, parce qu'un passionné ne fait pas de sacrifices. Le sacrifice fait partie de la passion. Quelqu'un qui est aux travaux forcés pendant la guerre, eh bien, il pourra dire « J'ai fait des travaux forcés dans le camp des prisonniers et qu'est-ce que j'étais content quand on avait un jour de congé ?» Le passionné, il ne veut pas avoir congé. Pour faire quoi? Oui. Il veut rester dans sa passion. Cristiano Ronaldo, Mbappé, si vous lui dites pendant une semaine, tu n'as plus le droit de jouer au football, il dit, il s'emmerde. Il dit, je vais faire quoi? Et moi, j'adore jouer. D'ailleurs, je ne travaille pas, je joue. Je vais au stade. Ah ouais, tu vas faire quoi? Je vais jouer. Voilà. Et donc, les passionnés sont dans une sorte de jeu. Et il n'y a pas de pénibilité pour un passionné. Ça n'existe pas. L'alpiniste qui monte à l'Everest et puis qui revient avec 3 doigts gelés, pourquoi est-ce qu'il repart 3 ans plus tard? Parce qu'il est pris dans sa passion. Bien sûr, le jour où il est redescendu, quand on lui a coupé 2 phalanges, il a dit « je ne veux plus remonter ». Non, la passion est plus forte et il remonte. Comme quoi. C'est ça. Et est-ce que pour arriver là où tu es, dans ton parcours, est-ce que tu as dû faire pas mal de sacrifices? Non, jamais. Je n'ai pas l'impression, je n'ai même pas le souvenir d'avoir fait un sacrifice. Non, avec rien. Bien sûr, il y a des choses que je n'ai pas faites. Je ne suis pas allé voir les pyramides d'Égypte. Bon, voilà, mais je suis allé en Égypte. Mais je suis allé pour le boulot, j'ai fait 3 heures, puis je suis reparti. Voilà, j'ai fait le monde entier. Tous les premiers lundis du mois, j'allais à Tokyo pour une nuit. Tous les jeudis du mois, les premiers jeudis du mois, les deuxièmes jeudis du mois, j'allais aux États-Unis. D'accord. Parfois une nuit, souvent aucune nuit, aller-retour avec le Concorde. Direct. Donc, voilà. Alors, c'est peut-être des sacrifices parce que je n'ai pas visité, non.
Oui, mais je n'ai pas souffert d'aller que pour le boulot au Caire et de ne pas aller voir le musée. Parce que j'aurai le temps à ma retraite d'aller voir le musée du Caire. Bah oui, qui Donc est voilà, très beau. voilà, qui est très beau donc, et qui vient d'ouvrir. Donc, j'ai pas de souvenir de frustration due au travail. J'ai pas. Tant mieux. Et est-ce que tu as réalisé tes rêves? Bah, que tu t'étais fixé quand tu étais Bah, j'ai plus réalisé. jeune. Voilà, je vais entrer dans ma 73e année à partir de septembre. Alors je peux dire, j'ai fait plus, beaucoup, énormément plus que de tout ce que j'aurais pu rêver faire. Oui. Énorme! Si j'avais réalisé ce que j'avais rêvé faire, eh ben, je lui donne une valeur 10. Et qu'est-ce que j'ai réalisé? J'ai fait 1000. Donc, voilà. J'ai rêvé d'aller jusqu'à 10 et je suis allé jusqu'à 1000. Mais tu es allé bien Ça au-delà. veut dire Quoi. que je suis allé 100 fois plus loin que de tout ce que j'ai rêvé. Maintenant, le rêve se termine avec la mort. Et puis d'ici que je meurs, il y aura peut-être encore des choses que je ne vais pas pouvoir faire ou je vais être frustré. Mais jusqu'à ce jour, je ne souffre d'aucune frustration. Je n'ai que des remerciements, de la gratitude. Voilà. J'ai que de la gratitude à avoir. Et quand on a réussi tous et beaucoup plus que ce qu'on rêvait, eh bien, cette réussite vous donne non pas des privilèges, comme beaucoup le croient, mais elle vous donne des obligations. C'est l'obligation de redonner. C'est l'obligation de transmettre. Et de ne pas partir en étant... Il faut partir en étant nu. C'est-à-dire, avant de mourir, il faut avoir tout donné. Mais quand je dis tout donner, c'est pas les habits. D'avoir donné tout l'amour, toute l'expérience, tous les succès, aussi tous les doutes, tous les échecs. À ce moment-là, une fois qu'on est nu, on est prêt pour partir, mais on a au moins servi à quelque chose, on a servi à transmettre. Celui qui allait mourir sans avoir transmis, bah, sa vie, elle aura servi à rien puisqu'il n'a pas transmis. Ah oui. La vie ne sert que par la transmission. Donc, la transmission, c'est l'ultime responsabilité de la vie. Mais je peux comprendre qu'on ne puisse pas transmettre à 20 ans, ni à 25, ni à 30, parce qu'il faut d'abord apprendre. Et puis, une fois qu'on a appris, il faut faire. Et puis, une fois qu'on a fait, à ce moment-là, on peut redonner. Donc, en général, il faut redonner à partir de 70 ans, 75 ans. C'est le moment est venu. Pour les dernières 10-15 ans qui restent à vivre, c'est redonner. Et c'est cette phase de vie dans laquelle je suis aujourd'hui. En y repensant, est-ce que tu aurais fait des choses, les choses mais différemment? Non. Si quelqu'un me disait maintenant, il faut faire un pacte, et ce pacte, on peut le décider maintenant, si tu meurs, je te redonne une deuxième vie. Je réponds, mais non, j'en veux pas. Mais comment, tu veux pas une deuxième vie? Non. Sauf si tu me redonnes 100% la même vie que celle que je viens d'avoir. Avec toutes mes erreurs, avec tous mes doutes, avec tous mes échecs, avec tous mes succès, avec tous mes chagrins. Je veux la même. Tu peux pas? Alors laisse-moi mourir. Je veux pas en revivre deux fois. Donc j'ai zéro regret. Je ferai tout deux fois la même chose. Mais d'un point de vue professionnel, mais quel a été ton plus grand échec et comment tu l'as combattu Mon plus grand échec était émotionnel, c'était même pas professionnel, c'est la vente de Blancpain. Oui. Mais la vente de Blancpain, je l'ai combattu parce que j'ai eu tellement en échange, ce contact avec Hayek, ce contact avec Omega, ce contact avec Hublot, que si j'avais pas vendu Blancpain, mais je dis pas que je serais malheureux, mais je ne serais pas celui que je suis. Donc, je veux revivre deux fois la même chose, sans aucun doute possible. Je veux deux fois la même vie, avec les mêmes conneries, avec les mêmes doutes, avec les mêmes échecs, avec les mêmes chagrins. Donnez-moi deux fois, parce que c'était parfait. Et
Et après Hublot, mais qui s'est fait racheter par le groupe LVMH, comment ça s'est passé, ta collaboration au sein du groupe? Elle s'est passée de nouveau avec un privilège incroyable. J'ai eu une extrêmement bonne relation avec Tony Belloni, le CEO du groupe, oui. Une extraordinaire, bonne, exceptionnelle relation avec M. Arnault. Et donc, je me suis senti, ils ont acheté en 2008, de 2008 à 2019, 10 ans, où j'ai eu l'impression que Hublot m'appartenait. Je n'ai pas réalisé que j'étais dans un groupe. Et d'ailleurs, c'est un peu ce vers quoi on devrait tendre, parce que quand on travaille dans un grand groupe, il ne faut jamais quitter l'esprit entrepreneurial. Parfois, dans les grands groupes, certains, pas tous, mais certains ont tendance à devenir fonctionnaires, à se décupler de l'argent. En pensant de toute façon le groupe a de l'argent. Et voilà. Et moi, j'ai continué à gérer Hublot comme si c'était mon entreprise, avec ma façon de faire, avec mes moyens, avec ton équipe. Avec mon équipe. Donc, on n'a pas senti le changement. Et ça aussi, c'est une chance extraordinaire. C'est ce qui a permis à Hublot d'avoir une progression et un développement constant. On n'a pas, si on lit maintenant les chiffres et on ferait un graphique, et dans cette courbe qui monte, on ne voit pas le moment où LVMH a acheté. Parce que la courbe a continué d'augmenter. Depuis 2004, on est dans le même angle de montée. Alors que beaucoup de marques qui se font racheter, au moment du rachat, il y a un tassement, ou bien ça descend, puis après, au bout d'un moment, ça reprend. Là, chez Hublot, c'est la continuité perpétuelle. Ça, c'est bien. Mais comment vois-tu l'avenir de l'horlogerie? Je le vois exceptionnel. Bon, il y a deux horlogeries. Je l'ai déjà dit avant, il y a l'industrie horlogère qui peut avoir peut-être des problèmes. Et puis il y a l'art horloger. Et dans l'art horloger, je mets bien sûr Rolex, parce que Rolex, c'est une qualité exceptionnelle, c'est des montres mécaniques, c'est une maîtrise, c'est un soin du détail, c'est phénoménal. Donc les marques genre Rolex, que je considère, à juste titre d'ailleurs, comme de l'art, ces marques-là, pour moi, elles ont un avenir colossal, parce qu'on aura vraiment pas besoin d'une montre pour lire l'heure, mais on aura besoin d'une montre comme on a besoin d'une sculpture, comme on a besoin d'un roman, comme on a besoin de l'art. Et en plus, les montres jouent un rôle de positionnement. L'être humain, il veut toujours se positionner, il veut montrer qui il est. On est comme des animaux, je veux dire, le pan, il se montre. Et donc, nous, nous choisissons nos habits, nous choisissons nos voitures. C'est pas toujours par hasard. On le choisit en fonction des signaux qu'on veut bien transmettre. Est-ce que je veux cacher ma richesse? Est-ce que je veux montrer que je suis élégant? Est-ce que je veux montrer que je suis sportif? Est-ce que je veux montrer que je suis riche? Etc. Donc, la montre fait partie aujourd'hui des signaux extérieurs. Et les signaux extérieurs, avec l'intelligence artificielle ou pas, les signaux extérieurs, l'être humain en aura toujours besoin. Et il a toujours envie de montrer. Donc, l'horlogerie, aussi longtemps qu'elle nous fera rêver, aussi longtemps qu'elle nous donnera de l'émotion, aussi longtemps qu'elle nous donnera de la beauté, de la perfection, du design, de la différence, du positionnement social, la montre a un avenir colossal. Après, les montres à 50 francs, les montres à 100 francs, je ne sais pas. Les montres qui sont en concurrence avec Apple, je ne sais pas. Compliqué. Là, c'est beaucoup plus compliqué, mais ce n'est pas la vocation de l'industrie horlogère suisse. C'est pas de faire des montres connectées. Bien que j'y crois beaucoup dans la montre connectée. C'est une montre je pense qu'un jour, Apple en fabriquera 100 millions, parce qu'on aura tous à un moment donné besoin d'une montre connectée. Pour notre santé, pour notre guidance, pour nos infos, tout. Mais c'est pas parce que j'ai une montre connectée que je peux pas porter une Rolex ou une Patek ou une Hublot. Où est le problème? Je peux avoir deux montres. Et puis, il y a des montres que je porte à certaines occasions, et puis il y a des montres que je porte à d'autres.
forcément. Suivant, si je voyage, je peux prendre une GMT. Si je fais de la plongée, je peux prendre une montre de plongée. Etc. Donc, pour moi, il n'y a pas incompatibilité de posséder les deux. Mais celui qui a 500 € à dépenser, est-ce qu'il va les dépenser dans une montre qui indique l'heure et la minute, ou bien il va les dépenser dans une montre Apple qui lui donne toutes les infos sur sa santé, qui lui donne le temps qu'il fera demain, qui lui donne les infos, qui lui donne les photos de ses enfants. Voilà, là c'est compliqué. Là c'est compliqué. Mais pour le reste, je ne vois pas de complications. Quel est ta montre préférée? Alors j'ai 5 enfants et quand on m'a posé la question à plusieurs fois, c'est qui ton enfant préféré, j'ai jamais pu donner de réponse. Et c'est la même chose pour les montres. Je ne peux pas donner de réponse. J'aime beaucoup Rolex, je l'ai déjà dit. J'aime beaucoup Patek, j'aime beaucoup Audemars Piguet, j'aime beaucoup Richard Mille, j'aime beaucoup Hublot. Ça fait déjà du monde au balcon. Donc, voilà. Mais de ces marques que j'ai citées, je pense que j'en ai cité 5 ou 6, je n'ai pas une préférée, ça dépend tout. Ça dépend des moments. Ça dépend de ce que je fais avec. Donc, j'ai pas vraiment. Mais j'ai une montre fétiche, et ça, c'est encore une fois un peu différent. J'ai une montre fétiche qui est la Bigger Bang All Black. C'est la Big Bang tourbillon, chrono tourbillon, céramique noire, mat, noir microbillé. C'est une bombe. Et cette montre a été faite par BNB, qu'on a racheté par la suite. Et c'était le premier tourbillon chrono que nous avions. Et j'ai fait faire cette montre pour moi. Et je l'ai aussi fait faire comme une sorte d'étalon. C'était la montre de Hublot qui servait à étalonner toutes les autres. C'est-à-dire, cette montre a donné le ton et la direction que toutes les Hublot devraient avoir, toutes les Big Bang. Et donc, c'est une montre que je porte depuis 2005. Et qui est un peu ma montre fétiche. C'est la montre que j'ai le plus, avec laquelle j'ai eu le plus de succès en la portant au poignet. C'est-à-dire, elle m'a accompagné dans tous mes succès. Partout. Justement, il me semble que c'est cette montre-là qui est passée en NFT. Oui. Si je dis pas exact, de bêtises. c'est celle-là. Voilà. C'est elle. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est cette montre qui est passée en NFT. Ouais. Et qu'est-ce que ça change en fait, le NFT concrètement? Qu'est-ce que ça rajoute à la montre? Concrètement, il y a l'art digital et il y a l'art en 3 dimensions. Un tableau peut être digital, c'est-à-dire on peut l'avoir que sur son ordinateur, ou bien le tableau, on peut le pendre au mur. Alors il y a des gens qui disent, à quoi ça sert digital? Bon, aujourd'hui, il y a des gens, je peux comprendre que des gens disent, ça sert à rien. Maintenant, dans 50 ans, il y aura peut-être des collections d'art digital. Et l'art digital a quand même quelques arguments. Mon tableau, je ne peux pas le porter sur moi. Il faut venir dans ma maison pour que je puisse vous le montrer. Si j'ai un tableau digital sur mon téléphone, je peux le montrer. Et je peux prouver qu'il est à moi parce qu'il est blockchain et il est qu'à moi. Donc il y a des gens qui raisonnent beaucoup plus digital que 3D. Que d'autres. Et pour lesquels ça a un sens. En plus, il y a beaucoup de gens qui ont de la crypto-monnaie. Et avec la crypto-monnaie, ils ne peuvent pas forcément acheter tout. Parce qu'il y a... on peut acheter une Tesla, hein, mais enfin, ça s'arrête. C'est encore très limité. Et donc, avec la crypto-monnaie, on peut acheter de l'art digital. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, cet art digital a pas seulement pris, et qu'elle atteint aussi des prix élevés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de rentabiliser leur crypto-monnaie. Oui. Et en achetant une œuvre, c'est une façon comme une autre de dépenser de l'argent et de le placer. Maintenant, qu'est-ce que ça change? Oui, je peux comprendre que des personnes un peu âgées ou peu au courant puissent trouver ça ridicule, mais je peux aussi comprendre que des jeunes gens connectés puissent trouver ça attrayant.
Je comprends les deux. Bah, merci beaucoup Jean-Claude de m'avoir Merci pour l'interview. accueilli. Bah, merci à toi. Non, Surtout. l'interview est toujours dictée par celui qui pose les questions. Et donc, si on veut faire une bonne interview, il faut des bonnes questions. Et tu as fait les bonnes questions, donc ça joue. J'espère que moi j'ai fait les bonnes réponses. Mais en tout cas, de ton côté, tu as fait le job. Ça marche. Bravo, merci. Merci. Merci à toi. Salut. Allez, bye.